Mon mari s'est moqué de moi pendant mon témoignage d'agression. L'inspecteur l'a humilié pour ça. Puis j'ai mis le clou dans son cercueil. J'étais au poste de police en train de faire ma déclaration au sujet d'une agression par mon patron quand mon mari a commencé à ronfler sur quelque chose sur son téléphone. L'inspecteur du DASIC, qui avait l'air de manger du béton au petit déjeuner, s'est arrêté au milieu de la peine et a regardé mon mari comme s'il voulait déjà dire quelque chose. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé ensuite? Dudac a continué doucement. Il m'a coincé dans la salle d'approvisionnement. Ma voix s'est cassée. Voilà. Francis murmura sous son souffle, sans même regarder son téléphone. La mâchoire de Duda s'est serrée. Votre femme décrit son agression sexuelle. Je vous conseille de faire preuve de respect. Francis a levé les yeux. Je montre du respect. Elle est juste un peu dramatique, n'est-ce pas? C'est juste un mec qui se met à la main. Francis s'est déplacé dans sa chaise. Combien de temps ça va prendre? Mon jeu commence à 8. J'ai continué à pleurer. Il m'a poussé contre le mur, a déchiré ma blouse. Francis a vraiment ri de quelque chose sur son écran à haute voix. Il a dit que mon mari lui avait dit que j'étais coincé. J'ai chuchoté que j'avais juste besoin de me détendre. Cela a finalement fait regarder Francis, mais seulement pour rouler ses yeux. J'aurais dû simplement faire rapport au RH au lieu d'en faire une affaire fédérale. L'inspecteur Duda s'est levé lentement. Monsieur, je ne veux pas perdre mon travail, donc je vais avoir besoin que vous sortiez. Pourquoi? Je la soutiens. Elle me veut ici, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers moi. Je me sentais piégé par cette question. Mais avant que je puisse y répondre, Duda a sauté. Écoute. Rire pendant que votre femme décrit son traumatisme est un comportement spécial. Sa voix était contrôlée mais furieuse. Je travaille ici depuis 9 ans. J'ai été gardien de prison pendant 5 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un se soucier du traumatisme de leur conjoint. Je me suis occupé du fond du baril, et ils ont l'air de meilleurs hommes que toi. Le visage de Francis est devenu rouge. Excusez-moi. Les vrais hommes protègent leurs partenaires, et je ne suis pas docteur, mais je vous suggère d'obtenir un physique. Peut-être qu'un spécialiste vous dira pourquoi vous sortez en flip-flop plus qu'un homme. Francis était furieux maintenant. Tu essaies de blanchir ma femme? Francis s'est levé, la poitrine a gonflé, essayant de me moquer devant son héros de jeu du DASIC et resté calme. J'essaie de prendre une déclaration sur un crime grave pendant que vous le traitez comme une comédie. Assieds-toi et montre un peu de respect à cette femme parce que si tu continues à agir comme un crétin, elle trouvera quelqu'un qui le fera. Je pouvais dire à Francis que tout à coup Francis était le mari parfait. J'ai trop serré la main, déclarant qu'il tuerait le type, exigeant de connaître tous les détails après m'avoir ignoré pendant 6 semaines depuis que ça s'est passé. Il a commencé à prendre des photos de mes contusions, même si l'équipe scientifique avait déjà tout documenté. Quel est le nom de la ZAL? L'inspecteur Judasic a demandé. Richard Adamus, j'ai dit clairement. Le visage de Francis est drainé de couleur. Numéro Richard. C'est vous devez être confus. Richard Adamus, je répète, se tournant vers François. Ton meilleur ami de Cornell, ton mari, celui avec qui tu joues tous les dimanches. Richie ne le ferait jamais. Celui avec qui tu m'as acheté le boulot comme une faveur. Ma voix était de plus en plus forte pendant que la bouche de François s'ouvrait et se refermait comme si elle était en boucle. C'est là que je me suis tourné vers Francis et j'ai largué la bombe. Pendant que votre ami m'a agressé, il m'a chuchoté à l'oreille que vous vous plaignez de notre vie d'intimité à lui, que vous lui disiez que j'avais besoin de quelqu'un pour m'envahir. L'inspecteur Dudac avait tapé sur son ordinateur. Monsieur, je retire des SMS qui ont déjà été soumis anonymement comme preuve. Voulez-vous expliquer cet échange? Il a tourné son écran vers nous. Mon estomac est tombé en lisant le texte de Francis à Richard 2 jours avant l'assaut. Richard, ta femme est canonne. Je parie qu'elle est folle quand elle est bourrée. François, oui. Elle est trop serrée. Il faut quelqu'un pour l'introduire. Richard, je vais peut-être t'aider. Francis, bonne chance, frérot. Elles travaillent tous maintenant. Joue. C'est mardi. Les gars ont dit que l'agression s'était produite jeudi. J'ai regardé Francis. Tu le savais. Tu savais quand je suis rentré pleurer, quand je t'ai montré mes vêtements déchirés, quand je t'ai supplié de venir avec moi à la police,
Je pensais que tu exagères. Rich est un type bien. Il n'aurait pas eu des bleus, des vêtements déchirés. Je saignais. Rich s'emporte parfois quand il boit, mais tu le défends toujours. J'ai sorti le téléphone de Francis de sa poche. Ses récents appels ont montré 3 à Richard juste ce matin. Tu l'as appelé 3 fois aujourd'hui après avoir su qu'on venait ici. Francis a pris pour son téléphone. Je ne l'ai pas prévenu. L'inspecteur du DASIC a demandé. C'est une manipulation de témoins. C'est un crime. Le visage de Francis est devenu blanc. Je veux un avocat. Tu vas en avoir besoin. Les mecs ont dit, assieds-toi bien. Nous vous chargerons comme un accessoire. Et monsieur, nous avons arrêté Richard il y a 1 heure. Il veut vraiment te parler. D'habitude, nous ne le permettons pas, mais nous pouvons faire une exception. Le visage de mon mari est devenu blanc, et quand on est sorti, on a fermé les yeux avec Richard. Il sourit à Francis, puis me regarda comme s'il avait quelque chose de prévu. Une femme aux cheveux gris courts et aux yeux aimables apparut à côté de moi alors que je regardais toujours le retrait de Richard. Elle a touché mon bras doucement et s'est présentée comme Algra, une avocate de la victime au service de police. Sa voix était calme et stable, coupant à travers le brouillard dans mon cerveau qui rendait tout se sentir lointain et irréel. Elle m'a guidé dans un petit bureau en bas du couloir, tandis que l'inspecteur du DASIC est resté pour traiter Francis et coordonner avec les officiers qui s'occupent de Richard. Le bureau avait un éclairage doux et une boîte de tissu sur le bureau, ce qui m'a donné envie de pleurer plus que tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Algra s'est assis en face de moi et a sorti un dossier rempli de brochures colorées sur les ordres de protection, les services de conseil, et les options de logement d'urgence. Elle les répandit à travers le bureau et commença à expliquer ce qui allait se passer ensuite par des mots que je comprenais en fait, et non par des propos juridiques qui m'allaient au-dessus de la tête. Elle m'a parlé de mes droits en tant que victime, du processus criminel, des procureurs a lu les charges et la voix de Francis était plate quand il a dit coupable de malversation de témoins. Le juge a demandé s'il comprenait qu'il abandonnait son droit à un procès et François a hurlé sans regarder quelque part près de ma direction. Le juge a accepté le plaidoyer et a prononcé la sentence. 2 ans de probation avec counseling obligatoire chaque semaine et une amende de $5000. L'avocat de Francis a remercié le tribunal et a commencé à rassembler des documents tandis que Francis s'est finalement tourné et m'a regardé directement. Son expression était vide d'une manière qui se sentait pire que la colère ou la tristesse, comme s'il regardait un étranger au lieu de quelqu'un avec qui il était marié depuis 6 ans. J'ai regardé loin d'abord et je suis sorti de la salle d'audience avant qu'il ait fini de signer la paperasse. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un courriel de Connor chez HR avec un sujet qui disait « Mise à jour importante ». Le courriel expliquait que Richard avait pris fin immédiatement dans le cadre de son entente de plaidoyer, et la compagnie effectuait un examen interne des politiques de sécurité en milieu de travail et des exigences de formation des superviseurs. Ils offraient également aux employés l'accès aux services de counseling et créaient un nouveau système anonyme de signalement des problèmes de harcèlement. J'ai lu tout ça 2 fois et je n'ai ressenti que la fatigue. C'était bien que Richard soit parti et que la compagnie prenne enfin des mesures, mais c'était comme fermer la porte de la grange après que le cheval ait déjà couru et tout piétiné. Si je retournais au travail, au moins je n'aurais pas à m'inquiéter de le rencontrer dans le couloir ou dans la salle de repos. Mais l'idée de retourner dans ce bâtiment m'a serré la poitrine. Le bureau du médiateur se trouvait dans un bâtiment professionnel et fade avec tapis beige et affiches de motivation sur la communication et le compromis. Je me suis assis d'un côté d'une longue table de conférence tandis que François s'est assis de l'autre côté avec son avocat, une femme de la 50aine qui semblait constamment ennuyée. La médiatrice a expliqué que nous étions ici pour discuter des arrangements financiers temporaires pendant que la séparation était en cours et elle a commencé avec les choses faciles comme qui paierait les factures ce mois-ci. Puis nous sommes arrivés au compte d'épargne conjoint qui avait environ $40 000 de nos 2 revenus au fil des ans. L'avocat de Francis a immédiatement sauté et a dit que son client devrait recevoir une part plus importante en raison de la détresse émotionnelle et des dommages à la réputation causés par les accusations criminelles. J'ai senti mon visage devenir chaud et mes mains serrées sous la table. L'avocat a continué à parler de la façon dont Francis avait perdu des amis et des opportunités professionnelles à cause du scandale et comment je devrais prendre une certaine responsabilité pour les conséquences de poursuivre les accusations. J'ai commencé à me lever parce que je ne pouvais pas écouter un autre mot de cette poubelle. Mon avocat a mis une main sur mon bras et m'a demandé une pause de 5 minutes. Dans le couloir, mon avocate en emploi, qui était venue pour me soutenir,
m'a dit de respirer profondément et m'a rappelé que l'avocate de Francis faisait son travail en essayant d'obtenir la meilleure offre à sa cliente. Mais elle a aussi dit qu'elle fermerait ça immédiatement quand nous sommes rentrés parce qu'il était absurde de suggérer que je devais quelque chose à François. Nous sommes retournés dans la salle de conférence et mon avocat s'est adressé directement au médiateur. Elle a déclaré clairement que le problème juridique de Francis découlait entièrement de ses propres choix pour avertir un suspect criminel et participer à la création des conditions d'une agression. Elle a souligné que François n'avait jamais été accusé d'accessoire précisément parce qu'il coopérait, ce qui lui était déjà très utile. Puis elle a dit, toute suggestion que je porte la responsabilité de ses conséquences n'était pas seulement mal, mais potentiellement actionnable comme harcèlement d'une victime de crime. L'avocat de Francis s'est remis rapidement et a dit qu'elle explorait simplement tous les postes. Le médiateur nous a poussés à la négociation. Après 1 heure de plus, nous sommes parvenus à un accord temporaire. J'aurais accès à la moitié des économies communes, environ $20 000, et j'aurais vendu la possession de la Honda que nous avions achetée il y a 3 ans. Francis gardait son camion et l'autre moitié des économies. On partageait les dettes de la carte de crédit uniformément et chacun serait responsable de nos frais juridiques. L'audience de plaidoyer de Richard était prévue pour jeudi matin, 2 jours après l'audience de Francis. J'ai à peine dormi la nuit précédente et j'ai continué à vérifier mon téléphone pour voir l'heure. Algra m'a rencontré dans le hall du tribunal et nous avons monté l'ascenseur ensemble sans beaucoup parler. Ma sœur ne pouvait pas s'envoler à nouveau, mais elle était au téléphone dans ma poche de veste avec le volume bas et sachant qu'elle était là, même en écoutant, je me sentais moins seul. Nous nous sommes assis dans la première rangée de la galerie et j'ai vu Richard entrer avec son avocat. Il avait perdu du poids et son costume était accroché sur son cadre. Le juge est entré et tout le monde s'est levé, puis s'est assis pour commencer la procédure. L'avocat de Richard a déclaré que son client voulait plaider coupable d'agression criminelle et le juge a demandé directement à Richard si c'était son choix. Richard a dit oui dans une voix que je pouvais à peine entendre. Le procureur a lu les termes de l'accord de plaidoyer, 18 mois de prison de compter avec crédit pour la durée de service, 3 ans de probation après la libération, conseil obligatoire 2 fois par mois, et l'inscription comme délinquant sexuel. Le juge a demandé si Richard comprenait toutes les conditions et conséquences, y compris l'exigence d'enregistrement. Richard a encore dit oui. Puis le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration d'impact de la victime, et j'ai dit oui, même si ma voix tremblait, j'ai marché sur le podium avec ma déclaration imprimée, et mes mains tremblaient si fort les journaux ont craché. J'ai commencé à lire sur la peur qui m'a suivi partout après l'agression. Comment je ne pouvais pas être dans des chambres à porte fermée, comment j'ai sauté sur les pas derrière moi, comment j'ai fait des cauchemars presque tous les soirs pendant des mois. J'ai parlé de perdre mon mariage parce que mon mari a permis ce qui s'est passé et a ensuite essayé de le minimiser. J'ai décrit les attaques de panique qui sont venues sans avertissement et qui m'ont laissé prendre l'air dans les parkings et les épiceries. J'ai expliqué comment. Être agressé par quelqu'un en position d'autorité sur moi m'a fait questionner chaque relation professionnelle et chaque interaction avec les hommes dans mon milieu de travail. J'ai dit que Richard avait violé ma confiance et ma sécurité d'une manière qui a changé la façon dont j'ai traversé le monde. Ma voix s'est cassée plusieurs fois, mais j'ai continué à lire jusqu'à ce que j'atteigne la fin. Richard a regardé la table tout le temps et n'a jamais regardé vers le haut. Je ne pouvais pas dire s'il entendait ce que j'ai dit ou juste attendre que ça soit fini pour qu'il puisse partir. J'ai plié ma déclaration et je suis retourné à mon siège à côté d'Algra. Le juge a examiné directement Richard avant d'imposer la peine. Elle a dit que ses actions étaient prédatrices et qu'il avait violé un poste d'autorité en milieu de travail qui rendait la victime particulièrement vulnérable. Elle a parlé de la façon dont l'agression sexuelle cause des traumatismes durables qui vont bien au-delà de l'acte physique lui-même. Elle a ensuite souligné que l'obligation d'enregistrement reflétait la gravité de son crime et la nécessité de protéger les futures victimes potentielles contre une personne qui avait démontré un comportement prédateur. Elle a dit que le tribunal prenait ses affaires très au sérieux et que Richard serait tenu responsable du préjudice qu'il a causé. En entendant un juge dire ces choses à haute voix dans une procédure officielle a fait quelque chose serré dans ma poitrine desserrée juste légèrement. Ce n'était pas suffisant et ça n'allait pas annuler ce qui s'est passé, mais c'était la validation que je n'avais pas été dramatique ou trop sensible. Que ce que Richard a fait était criminel et faux. Après que le juge eut imposé la peine, le BEF fit sortir Richard par une porte latérale pour commencer immédiatement sa peine de prison. Gabriel est passé me dire que j'ai fait un excellent travail avec ma déclaration et que mon témoignage tout au long de l'affaire avait été clair et cohérent. Il a dit que l'affaire était maintenant terminée du côté des poursuites pénales et il m'a souhaité bonne chance pour tout ce qui allait de l'avant.
Nous avons serré la main et il a recueilli ses dossiers et est parti par les portes principales. J'ai réalisé que cet homme avec qui j'avais travaillé intensément pendant des mois, qui m'avait préparé pour des auditions et appelé à me mettre au courant des développements et m'a fait sentir que quelqu'un se battait pour moi, allait maintenant disparaître de ma vie. L'affaire était terminée et il avait d'autres affaires et d'autres victimes à aider. Algra et moi nous sommes rencontrés pour un café quelques jours plus tard dans un endroit près de son bureau. Elle m'a demandé ce que je faisais maintenant que les 2 audiences étaient terminées et que la crise immédiate était terminée. J'ai admis que je me sentais étrangement vide et sans traitement, comme si je ne savais plus à quoi ma vie devait ressembler. Pendant des mois, j'avais eu des dates de procès pour me préparer et des réunions juridiques pour assister et des déclarations pour écrire. Et tout cela m'avait donné quelque chose sur lequel me concentrer en plus du traumatisme lui-même. Maintenant, il y avait juste une vie régulière et je ne savais pas comment faire ça. Algra a dit que c'était tout à fait normal et que beaucoup de survivants se sentaient perdus quand la procédure judiciaire a pris fin. Elle m'a rappelé que la guérison n'était pas linéaire et que je devais être patiente avec moi-même alors que je découvrais ce qui allait suivre. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de tout et rien. Et quand nous avons dit au revoir dans le parking, j'ai réalisé que c'était une autre personne qui allait disparaître de ma vie maintenant que son rôle officiel était fait. J'ai rencontré l'avocat de l'aide juridique la semaine suivante pour demander la séparation de Francis. Nous nous sommes assis dans son petit bureau et avons passé en revue tous les documents, en cochant les cases sur les actifs et les dettes et la garde, ce qui ne s'appliquait pas à nous. L'avocat a expliqué que la séparation légale était une étape avant le divorce qui me protégerait financièrement et légalement pendant que nous trouvions l'arrangement permanent. J'ai signé la forme après la forme, et chaque signature était à la fois libératrice et dévastatrice. Je mettais fin à un mariage que je pensais durer pour toujours, en s'éloignant de quelqu'un avec qui j'avais planifié toute une vie. Mais je me protégeais aussi de quelqu'un qui avait permis mon assaut puis essayé de le minimiser. Quelqu'un qui avait appelé son meilleur ami pour l'avertir au lieu de me soutenir. L'avocat a tout déposé électroniquement et a dit que Francis serait signifié dans quelques jours. Je suis sorti de son bureau et je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir rentrer chez moi. Je vais écrire la suite suivant toutes les exigences, en mettant l'accent sur le contenu action drivée avec le minimum de dialogue et de réflexion. La voiture de retour avait envie de se déplacer dans le brouillard, et je me souvenais à peine de prendre le tour dans mon studio. Mon téléphone bourdonnait avant même que j'enlève mes clés. Un message de mon avocat disant que l'avocat de Francis avait déjà appelé pour rejeter nos conditions de séparation proposées et exiger une médiation formelle sur la division des biens. Elle a dit que cela pourrait s'étendre pendant des mois, peut-être plus, si Francis continuait à combattre chaque détail. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé le mur, me sentant si fatigué que je voulais pleurer. Être légalement lié à Francis pendant des mois de plus, assis en face des tables de lui se disputer sur les meubles et les comptes bancaires sentis comme la torture, je ne pouvais pas échapper. Mais j'ai rappelé mon avocat et lui ai dit de programmer toutes les réunions nécessaires parce que je ne refusais pas de me protéger financièrement. 2 semaines plus tard, je suis entré dans mon bureau pour la première fois depuis l'agression, et mes mains se sont ébranlées si mal que je pouvais à peine passer par la sécurité. Asher m'avait déplacé au 7e étage, loin du bureau de Richard au 3e étage. Le nouveau bureau faisait face à une fenêtre donnant sur le parking au lieu du couloir intérieur, qui se sentait plus en sécurité. J'ai gardé mon manteau pendant la première heure, même si le bureau était chaud, comme j'avais besoin de la couche supplémentaire entre moi et tout le monde. Mon superviseur s'est arrêté pour dire bienvenue et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, et j'ai juste serré la tête parce que ma gorge était trop serrée pour parler. J'ai passé 4 heures avant l'épuisement. J'ai tellement dû partir. En marchant jusqu'à ma voiture, j'ai ressenti un étrange mélange de honte pour avoir quitté tôt et de fierté pour être venu du tout. Le lendemain matin, Millie est apparue à mon bureau avec 2 cafés et m'a demandé si j'avais une minute pour parler. Elle a dit qu'elle était heureuse que je sois revenu et elle était désolée qu'elle n'ait pas fait plus pour aider après l'agression. Je lui ai dit que sa déclaration à la police au sujet de me voir juste après que ça s'est passé était incroyablement importante, que cela a aidé à prouver que je n'invente rien. Elle a suggéré de prendre un café dans la salle de pause et nous nous sommes assis près de la fenêtre où elle m'a dit qu'elle avait été harcelée par un autre superviseur il y a 2 ans. Elle est allée au RH et ils lui ont essentiellement dit de s'en occuper ou de trouver un autre emploi. Donc, elle l'a juste évité jusqu'à ce qu'il soit transféré dans un autre bureau. En entendant qu'elle comprenait ce que c'était de ne pas croire, je me sentais moins seul. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de la façon dont tout le système était en désordre. Et quand nous sommes retournés à nos bureaux, j'ai eu l'impression d'avoir une vraie amie ici au lieu de juste des collègues qui ont fait semblant de ne rien arriver.
Mon rendez-vous avec Adriana cette semaine-là était axé sur les sentiments compliqués à propos de la condamnation de Richard. Je lui ai dit que je me sentais soulagé que les choses de la cour aient été faites, mais aussi en colère que 18 mois semblaient trop courts pour ce qu'il m'a fait. Et j'ai ressenti du chagrin pour tout ce que j'ai perdu, mon mariage et mon sentiment de sécurité, et la vie que je pensais construire. Adriana a dit, le guérison n'est pas une ligne droite, et j'ai été autorisé à avoir des émotions contradictoires sur le résultat. Elle m'a rappelé que la justice du système juridique n'était qu'un élément, et je dois décider par moi-même à quoi ressemblait la guérison. Nous avons travaillé à laisser tomber l'idée qu'il y avait une certaine quantité parfaite de punition qui me ferait me sentir à nouveau entier, parce que ce n'était pas comme ça que le traumatisme fonctionnait. J'ai quitté son bureau pour me sentir un peu moins comme si je me remettais mal, juste parce que je me sentais encore en colère parfois. 3 semaines après la condamnation de Richard, une femme de la commission du travail de l'État a appelé et a dit qu'elle ouvrait une enquête sur mon lieu de travail sur la base de la plainte que mon avocat avait déposée. Elle a prévu un moment pour prendre ma déclaration, et je l'ai rencontrée dans un café près de mon appartement parce que je ne voulais pas le faire au bureau. J'ai passé 2 heures à la faire passer à travers tout, depuis l'agression de Richard jusqu'à la réponse de HR, ce qui m'a poussé à avancer tranquillement. Elle a pris des notes détaillées et a enregistré notre conversation avec ma permission. Et elle a dit que le conseil interrogerait d'autres employés et examinerait les politiques de l'entreprise. Il était bon que les échecs de l'entreprise soient documentés officiellement dans certains dossiers gouvernementaux, même si je ne savais pas si quelque chose allait réellement changer. Au moins quelqu'un posait les bonnes questions sur la raison pour laquelle Richard avait été autorisé à superviser les gens alors que RH avait déjà des plaintes à son sujet. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon courriel et j'ai trouvé un long message de Francis avec la ligne d'objet, « S'il vous plaît lire ». Je l'ai presque supprimé sans regarder, mais quelque chose m'a fait cliquer dessus ouvert. Il a écrit des paragraphes essayant d'expliquer son comportement, disant qu'il a paniqué quand il a réalisé que Richard m'a agressé et ne savait pas comment le gérer. Il a fait des choix terribles parce qu'il avait peur de perdre son ami, son travail et tout ce qu'il avait construit. Il a demandé une autre chance de prouver qu'il pouvait être le mari que je méritais. Il a dit qu'il allait à la thérapie et faisait ce qu'il fallait. J'ai tout lu et tout ce que j'ai senti était fatigué. Ses explications se sont concentrées sur sa propre douleur et sa peur, et non sur la responsabilité réelle de permettre mon agression et ensuite d'essayer de la couvrir. J'ai frappé supprimer et fermé mon ordinateur portable. Je ne lui devais plus de réponse ou de fermeture. Milly s'est arrêtée près de mon bureau quelques jours plus tard et a dit que son ami qui travaillait dans une entreprise de technologie à travers la ville a mentionné qu'ils avaient une ouverture dans leur département des opérations. Le travail était semblable à ce que j'ai fait mais mieux payé et un environnement frais où personne ne connaissait mon histoire. Elle a proposé de faire une introduction si j'étais intéressé et j'ai dit oui avant de pouvoir trop penser. L'entrevue a eu lieu la semaine suivante et ils m'ont offert le poste 2 jours après. J'ai donné un avis à mon emploi actuel et j'ai eu l'impression d'avancer au lieu de survivre. Mon dernier jour était calme, je faisais mes bagages et je disais au revoir à Milly qui avait promis de rester en contact. En sortant de ce bâtiment pour la dernière fois, j'avais l'impression d'avoir dépassé ma croissance. 3 mois après la condamnation de Richard, je m'installais dans mon nouvel emploi et vivais de façon indépendante dans mon studio. Ma sœur a pris l'avion pour un long week-end et nous avons préparé le dîner ensemble dans ma petite cuisine tandis que je lui ai parlé de mes projets de retourner à l'école pour obtenir un certificat de gestion de projet. Elle a haché des légumes pendant que j'ai remué la sauce aux pâtes et j'ai réalisé que je faisais des plans pour un avenir qui se sentait possible plutôt que effrayant. La séparation légale avec François était presque terminée, en attendant seulement les signatures finales. Richard purgeait sa peine en prison. J'ai encore eu des jours difficiles où le traumatisme se sentait trop grand à porter, où je ne pouvais pas sortir du lit ou me sentir effrayé de mon ombre. Mais j'ai aussi eu de bons jours où je me sentais fort, capable et fier de moi pour survivre. Je construisais une vie qui était la mienne seule, entourée de gens qui me soutenaient réellement. Ma sœur et moi avons dîné sur mon canapé et regardé de vieux films. Et elle m'a dit qu'elle était fière de mon chemin. Pour la première fois depuis l'assaut, j'imagine être vraiment heureux à nouveau. Pas juste bien, mais vraiment heureux. Il ne s'agissait pas d'oublier ce qui s'est passé ou de prétendre que tout allait bien. Il s'agissait d'apprendre à vivre avec ce qui s'est passé tout en continuant à aller de l'avant, tout en faisant des plans, tout en croyant que je méritais de bonnes choses. Je suivais la thérapie chaque semaine avec Adriana et nous travaillions lentement sur les choses difficiles. Certaines sessions j'ai pleuré tout le temps et certaines sessions nous avons parlé de choses de la vie régulière comme mon nouveau travail ou des plans de week-end. La guérison n'était pas linéaire comme Adriana ne cessait de me le rappeler, mais je guérissais.
Je pouvais le sentir de petites manières comme être capable de dormir toute la nuit parfois ou ne pas flipper quand un homme m'a passé à l'épicerie. J'étais en train de reconstruire ma confiance en moi-même et en d'autres personnes, en sachant qui j'étais en dehors d'être la femme de Francis ou la victime de Richard. Ma sœur est partie dimanche après-midi, et je l'ai serrée à l'aéroport et promis de la rendre bientôt. Je rentrais seul, je me sentais bien avec le calme au lieu d'avoir peur. Mon appartement m'attendait avec mes livres, mes plantes et mon propre espace où personne d'autre n'avait les clés. J'ai travaillé demain à un travail où les gens me respectaient en thérapie jeudi et des plans de café avec Milly le week-end prochain. J'avais une vie qui était à moi, et j'allais continuer à la construire un jour à la fois. Ressources disponibles pour m'aider à rester en sécurité. J'ai essayé de me concentrer sur ces mots, mais j'ai continué à voir le sourire de Richard dans ma tête, ce regard qu'il m'a donné comme s'il savait quelque chose que je n'ai pas fait. Algra a remarqué que mes mains tremblaient et a poussé une bouteille d'eau à travers le bureau. Elle m'a demandé si je pouvais continuer ou si j'avais besoin d'une pause, et je lui ai dit que je voulais continuer, parce qu'arrêter signifiait réfléchir, et je ne pouvais pas réfléchir maintenant. Elle a hurlé et a posé des questions pratiques sur ma sécurité immédiate. Où je resterai ce soir ? Elle a demandé. Est-ce que j'ai une famille à proximité qui pourrait t'aider ? Qui ai-je confiance pour appeler si je me sentais dangereuse ou a besoin de soutien ? J'ai ouvert la bouche pour répondre et je me suis rendu compte que je n'avais pas de bonne réponse à ces questions. Francis avait lentement repoussé la plupart de mes amis au fil des ans, trouvant toujours des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas aller à leur soirée ou pourquoi ils étaient de mauvaise influence ou pourquoi nous avions besoin de 2 temps à la place. Mon colocataire a déménagé à Seattle il y a 2 ans et on n'a envoyé de SMS que pour les anniversaires maintenant. Ma mère et ma sœur vivaient dans 3 États de l'Ohio, et je ne leur avais rien dit de l'agression parce que je ne voulais pas les inquiéter ou admettre que mon mariage s'écroulait. Algra a regardé mon visage pendant que j'ai travaillé à travers cette réalisation et ne m'a pas poussé à répondre plus rapidement. Elle a juste attendu pendant que j'ai compris à quel point je devenais isolé sans même le remarquer. Enfin, j'ai admis que je n'avais personne d'ici et que ma famille était loin. Algra a écrit quelque chose dans ses notes et m'a dit que c'était bon, qu'on trouverait un plan ensemble. L'inspecteur Duda a frappé et est entré dans le bureau avec un sac en plastique transparent. À l'intérieur, j'avais ma blouse déchirée à partir de ce jour-là dans la salle d'approvisionnement, celle que j'avais amenée à la station dans un sac en papier parce que je savais qu'ils en auraient besoin. Il avait aussi des photos imprimées de mes contusions que le technicien médico-légal avait prises plus tôt, et il les avait diffusées sur le bureau à côté des brochures. Il a expliqué qu'il gardait Richard en garde à vue pendant la nuit pour le traitement et qu'il présenterait tout au procureur adjoint demain matin. Il a passé en revue ce qu'ils avaient recueilli jusqu'à présent d'une manière méthodique qui le rendait réel et officiel. Les registres d'accès à la salle d'approvisionnement ont montré que Richard s'était inscrit dans cette zone pendant mon quart de travail alors qu'il n'avait aucune raison de travailler. La vidéo de sécurité m'a montré entrer dans la salle d'approvisionnement et Richard après 90 secondes plus tard, puis nous quittons 14 minutes après cela avec moi visiblement en détresse. Milly de la comptabilité avait fait une déclaration sur me voir juste après avec mes vêtements gâchés et des larmes sur mon visage. Les messages textes entre Francis et Richard ont déjà été présentés comme preuve. Mon examen médical de l'hôpital a montré des ecchymoses compatibles avec la détention. La voix de l'inspecteur Duda était douce mais factuelle, comme il a énuméré chaque pièce, et je me sentais reconnaissant qu'il traite ça comme le crime grave qu'il était. Quand il a terminé, Algra m'a demandé si j'avais des questions sur la preuve ou le processus. Je me suis secoué la tête parce que je voulais juste que cette partie soit finie. L'inspecteur Duda a dit qu'il reviendrait dans quelques minutes pour finir la paperasse. J'ai entendu des voix dans le couloir et reconnu le ton de Francis, ce ton précis qu'il utilisait quand il essayait de paraître raisonnable tout en étant réellement exigeant. La porte s'ouvrit et Francis tenta d'entrer dans le bureau où Algra et moi étions assis, mais l'inspecteur Dudazik passa entre nous et obtint la porte avec son corps. Il a dit à Francis d'attendre dans le hall, qu'il ne pouvait pas être ici en ce moment. Francis a protesté qu'il était mon mari et avait le droit d'être avec moi, mais l'inspecteur Dudazik n'a pas bougé. Il a dit à Francis qu'il recommandait des accusations pour manipulation de témoins sur la base de ses 3 appels téléphoniques à Richard ce matin. Il a dit que selon ce qu'ils ont trouvé d'autres pendant l'enquête, Francis pourrait aussi être accusé comme complice de l'agression. Le visage de Francis est devenu blanc et il a commencé à se disputer, mais l'inspecteur Dudazik vient de pointer le couloir et lui a dit d'aller s'asseoir et attendre son avocat. J'ai regardé à travers la porte tandis que François s'éloignait, ses épaules serrées de colère, et je ne sentais rien. Pas de sympathie, pas d'envie de le défendre, rien d'autre qu'un espace vide où mon mariage était.
Algra a fermé la porte et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hurlé même si je n'étais pas et elle a commencé à parler d'ordre de protection et comment nous pourrions déposer pour un demain. Mon téléphone bourdonnait et j'ai sauté, mon cœur battait. Algra m'a demandé si je voulais vérifier et j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. C'était un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas avec un code local. Algra m'a suggéré de répondre et de le mettre sur le haut-parleur au cas où c'était important. J'ai appuyé sur le bouton et la voix d'un homme s'est présentée comme Gabriel Sigul, l'assistant du procureur à qui on avait confié mon affaire. Son ton était professionnel mais chaud, pas froid ou dédaigneux comme je le craignais. Il a dit que l'inspecteur Duda l'avait informé de la preuve, et il était confiant d'aller de l'avant avec des accusations contre Richard pour agression et peut-être des chefs d'accusation supplémentaires. Il examinerait également l'implication de Francis séparément pour déterminer les accusations appropriées. Je l'ai remercié tranquillement, sans savoir quoi dire d'autre. Gabriel a continué qu'il voulait que je sache qu'il prenait ses affaires au sérieux et ferait tout son possible pour obtenir justice. Puis sa voix a légèrement changé, et il m'a averti que l'avocat de Richard allait probablement pousser pour une audience de libération sous caution rapide. Je devrais m'attendre à ce que Richard soit libéré avec des restrictions plutôt qu'en détention jusqu'au procès, a-t-il dit. Mon estomac est tombé et j'ai regardé Algra, qui a atteint le bureau et serré ma main. Gabriel m'a demandé si j'avais un endroit sûr pour rester ce soir parce que rentrer chez moi n'était pas conseillé si Francis avait les clés et connaissait ma routine. J'ai admis que j'avais l'intention de retourner à notre appartement pour faire un sac, mais maintenant j'avais peur que Francis soit là où me suive. Ma voix a craqué en disant ça à voix haute. Algra a immédiatement sauté et a dit qu'elle organiserait une escorte de police pour m'aider à récupérer mes affaires en toute sécurité. Elle sortait déjà son téléphone pour téléphoner pendant que Gabriel restait en ligne. Il m'a dit que c'était la bonne décision, que ma sécurité devait venir en premier. Il a dit qu'il serait en contact demain avec les mises à jour et d'appeler son bureau à tout moment si j'avais des questions ou des préoccupations. Après avoir raccroché, Algra a fini son appel et m'a dit que l'inspecteur Duda avait accepté de me rencontrer chez moi dans 2 heures avec un autre officier. Elle a souligné que je ne devrais apporter que ce que je pouvais transporter dans un voyage parce que nous n'aurions pas le temps pour plusieurs charges. L'inspecteur Dudazik voulait que je rentre et sorte rapidement pour des raisons de sécurité. J'ai commencé à faire une liste mentale de ce dont j'avais absolument besoin pendant qu'Algra sortait un bon d'hôtel de son tiroir. Elle a expliqué que c'était bon pour 3 nuits dans un hôtel de chaîne près du poste de police, payé par le financement d'urgence d'une subvention de service aux victimes. Elle a écrit son numéro de téléphone au verso du bon en caractères clairs et m'a dit d'appeler n'importe quand, jour ou nuit, si je me sentais dangereuse ou devais parler à travers les prochaines étapes. J'ai pris le bon et je l'ai regardé, ce petit morceau de papier qui représentait n'avoir nulle part où aller. Algra s'est levée et m'a fait un câlin rapide, celui qui se sentait mère et en sécurité. Elle a dit, nous pourrions surmonter cela ensemble, un pas à la fois. J'ai hurlé et essayé de la croire. J'ai quitté le bureau d'Algra avec le bon de l'hôtel coincé dans ma main et je suis allé à mon complexe d'appartement avec l'inspecteur Dudazik suivre dans sa voiture de patrouille. Un autre officier attendait déjà dans le parking quand nous sommes arrivés. L'inspecteur s'est tenu près de ma porte pendant que j'ai déménagé dans les chambres, attrape des choses dont j'avais besoin. J'ai sorti des vêtements de mon placard sans vraiment les regarder, des articles de toilette farcis de la salle de bain dans un sac, débranché mon ordinateur portable du bureau. Mes mains secouèrent tout le temps. J'ai continué à regarder à la porte, attendant que Francis éclate, même si l'inspecteur était là à regarder. Dans la chambre, j'ai pris mes documents importants dans le classeur, mon certificat de naissance, mon passeport et mes relevés bancaires. Puis je suis allé au bureau de Francis chercher tout ce dont j'aurais besoin. C'est là que je les ai vus. Message texte imprimé, page et page d'entre assis dans un dossier. J'ai pris la première page et j'ai commencé à lire. Mon estomac s'est retourné. Richard et Francis m'ont envoyé des textos sur les femmes dans mon bureau depuis des mois. Des blagues cruelles sur leur corps, des commentaires sur ce qu'ils aimeraient leur faire. Et puis j'ai trouvé des messages sur moi. Richard a dit que j'avais l'air bien dans une jupe que je portais au pique-nique de bureau. Francis a répondu que j'avais de belles jambes mais était trop coincé. Richard m'a demandé si j'étais toujours si sérieux. Francis a dit que j'avais besoin de quelqu'un pour me détendre. Peut-être que quelques verres aideraient. J'avais l'impression de vomir. Il y en avait d'autres. Richard commente mon corps après que j'ai porté une robe à la fête de la compagnie. Francis a accepté et a ajouté des détails sur notre chambre qui m'ont fait crier. Ce n'était pas juste dédaigneux. Ce n'était pas juste me croire.
Francis y participait depuis des mois. Il avait encouragé Richard à me piéger. J'ai sorti mon téléphone en secouant la main et j'ai commencé à prendre des photos de chaque page. L'inspecteur a remarqué ce que je faisais et est venu. Il a regardé les pages et sa mâchoire s'est serrée. Il a sorti des sacs de preuves de sa poche et a soigneusement placé chaque page à l'intérieur pendant que je finis de les photographier. Les preuves semblaient me brûler les mains. J'ai pris mes bagages et nous sommes partis. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement une seconde de plus sachant ce que Francis avait fait dans mon dos. La chambre d'hôtel était petite et générique avec des murs beiges et un couvre-lit floral qui était probablement là depuis les années 9. J'ai laissé mes sacs près de la porte et je me suis assis sur le lit. Puis j'ai commencé à pleurer. Pas les larmes calmes du poste de police, mais les sanglots qui m'ont fait mal à la poitrine. Je ne pleurais plus pour l'agression. Je pleurais pour mon mariage, pour l'homme que je croyais connaître. Environ 5 ans de ma vie passée avec quelqu'un qui a parlé de moi comme ça à ses amis, qui ont fait des blagues sur mon corps, qui a dit à son ami que je devais être cassé dedans. Mon téléphone a bourdonné. Un SMS d'Algra demandant si je suis arrivé à l'hôtel. Très bien. J'ai essuyé mon visage et j'ai dactylographié que j'allais bien même si je ne l'étais pas. J'ai regardé le message après l'avoir envoyé. Très bien. Un mot inutile. Je n'allais pas bien. Je ne savais pas si ça irait. Mais que devais-je dire d'autre? Que je m'écroulais? Que toute ma vie avait été un mensonge. J'ai branché mon téléphone et je me suis allongé sur le lit, regardant le plafond. La chambre sentait les produits de nettoyage et le vieux tapis. J'ai entendu des gens parler dans le couloir, une porte qui claque quelque part, des bruits d'hôtel normaux, mais rien ne semblait normal. Rien ne se sentirait normal à nouveau. Mon téléphone a encore sonné 1 heure plus tard. Message texte de Francis. Le premier a dit qu'il était désolé, qu'il m'aimait et qu'il voulait tout expliquer. Je l'ai regardé. Puis un autre est arrivé. Celui-ci a dit que j'exagère et que tout empire en impliquant la police. Puis un autre. Celui-ci a dit que je gâche sa vie et sa carrière pour rien. Je les ai vus entrer l'un après l'autre. Apologétique, puis défensive, puis en colère. Un cycle entier qui se déroule sous forme de texte. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois de colère au lieu de peur. Je me souviens de ce qu'Algra m'avait appris. Capture d'écran tout. Documenter tout. J'ai pris des captures d'écran de chaque message exactement comme elle m'a montré. Puis je les ai tous envoyés à l'adresse email de l'inspecteur Duda. Il a répondu en quelques minutes en me disant que j'avais fait ce qu'il fallait et pour bloquer le numéro de Francis immédiatement. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et je l'ai bloqué comme ça. Après 5 ans de mariage, j'ai bloqué le numéro de mon mari. Le petit acte de contrôle se sentait bien, comme si je reprenais quelque chose qu'il m'avait volé. J'ai encore vérifié la serrure, même si j'avais déjà vérifié 2 fois. Puis je me suis assis sur le lit et j'ai essayé de trouver quoi faire ensuite. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que j'ai commencé à dériver, j'entendais un bruit dans le couloir et je me branlais éveillé. Quelqu'un qui passe devant ma porte, l'ascenseur d'un gigne, une alarme dans le parking. Chaque son m'a envoyé mon cœur. Je me suis levé et j'ai vérifié la serrure, probablement 10 fois. J'ai regardé à travers le trou de piep dans le couloir vide. J'ai déplacé la chaise devant la porte, même si elle avait un boulon mort. Rien n'était assez sûr. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir entièrement. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai sorti un document vierge. L'inspecteur m'avait dit d'écrire tout ce dont je me souvenais à propos de l'agression. Chaque détail que je pouvais penser, l'heure, l'emplacement, ce que Richard a dit, ce qu'il a fait, comment j'ai répondu, ce qui s'est passé après. Mes mains planaient sur le clavier pendant longtemps avant de commencer à taper. En écrivant tout ça, j'avais l'impression de vivre à nouveau, mais je me suis forcé de continuer. Richard m'a coincé dans la salle d'approvisionnement. L'odeur de son eau de Cologne, sa main sur mon bras, moi essayant de reculer, il me poussant contre le mur, le bruit de ma blouse déchirante, son souffle sur mon cou, les choses qu'il chuchotait à propos de François, à propos de moi étant serré, à propos de me briser. J'ai tapé pendant plus d'1 heure. Quand j'ai fini, le soleil commençait à sortir de ma fenêtre. J'ai enregistré le document et fermé mon ordinateur portable. Tout mon corps hache comme je courais un marathon, mais au moins j'avais tout écrit maintenant. Tous les détails avant qu'ils ne s'effacent ou se confondent dans ma mémoire.
Le matin est venu et j'ai vérifié mon email sur mon téléphone toujours couché au lit. Il y en avait un de HR. L'objet de la réunion a fait l'objet d'une importante demande. Je l'ai ouvert avec une sensation de naufrage dans mon estomac. Le courriel m'a demandé d'assister à une réunion de formation sur mes options de congé et sur les mesures d'adaptation en milieu de travail. Il a été écrit dans le langage officiel de l'entreprise qui a sonné de soutien sur la surface, mais senti froid en dessous. Il voulait discuter de ma situation et m'aider à comprendre mes options. Tout le ton se sentait mal, comme s'il s'inquiétait plus de protéger la compagnie que de me protéger. Comme il voulait s'assurer que je n'allais pas les poursuivre ou causer des problèmes. Je l'ai lu 3 fois en essayant de comprendre si j'étais parano. Mais chaque fois que je le lisais, le langage formel se sentait plus menaçant, plus comme s'il construisait une affaire contre moi au lieu d'essayer d'aider. J'ai envoyé l'email à Algra sans répondre au RH. Je ne me fiais pas à moi-même pour écrire sans dire quelque chose que je regretterais, et je ne faisais certainement pas confiance au RH pour avoir mes meilleurs intérêts à l'esprit. Mon téléphone a sonné vers 10 heures du matin. Inspecteur du DASIC. J'ai répondu immédiatement. Il m'a dit qu'ils avaient officiellement inculpé Francis d'altération de témoins sur la base des relevés téléphoniques. 3 appels à Richard le matin où nous sommes allés au commissariat. La preuve que Francis l'avait averti, en essayant de bien comprendre leur histoire. La mise en accusation était prévue pour cet après-midi. L'inspecteur a dit que je n'avais pas besoin d'assister si je ne voulais pas, mais je pourrais y aller si je voulais voir comment le processus fonctionnait. Je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir supporter d'être dans la même pièce que Francis. Pas après tout ce que j'avais appris. Pas après ses SMS. L'inspecteur a dit qu'il comprenait et que c'était parfait. Il me tient au courant de ce qui s'est passé. Puis il a demandé comment j'étais en train de tenir à l'hôtel. J'ai menti et dit que j'allais bien. Il savait sûrement que je mentais, mais il n'a pas poussé. Il m'a rappelé de l'appeler n'importe quand si j'avais besoin de quelque chose ou si Francis essayait de me contacter à nouveau. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le lit en regardant mon téléphone. Francis a été mis en accusation cet après-midi. Mon mari allait au tribunal pour m'avoir aidé. Les mots n'étaient pas réels, même si je les traversais. Un autre courriel a été envoyé 1 heure plus tard. Celui de Gabriel Sigul. Le sujet a dit, l'époque de Richard Adamus. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. L'audience préliminaire était prévue dans 2 semaines. L'accusation de Richard avait déjà eu lieu hier après-midi et il a plaidé non coupable comme Gabriel l'attendait. Le courriel expliquait mes droits en tant que victime dans le processus criminel. J'avais le droit d'être présent à toute procédure, le droit de présenter une déclaration de la victime, le droit d'être informé de tout accord de plaidoyer ou de tout changement dans le statut de Richard en matière de garde. Gabriel avait joint un document qui présentait tout en détail. J'ai lu ça 2 fois en essayant d'absorber toutes les informations. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Tant d'étapes, de procédures et de termes juridiques que je n'avais jamais entendus auparavant. Le document a été utile mais aussi accablant. Cela allait prendre des mois, peut-être plus, et je devrais être impliqué dans chaque étape en regardant Richard et Francis passer par le système pendant que j'essayais de remettre ma vie ensemble. J'ai fermé mon ordinateur et mis ma tête dans mes mains. Le prochain email de Gabriel est venu cet après-midi. Richard avait de nouveau fait une libération sous caution avec des conditions plus strictes cette fois. La surveillance GPS, pas d'ordre de contact, la remise de son passeport, mais il était dehors en marchant libre pendant que je me cachais dans une chambre d'hôtel. Gabriel m'a averti que l'avocat de Richard avait déjà placé l'affaire comme un malentendu entre collègues, disant que c'était une rencontre consensuelle que je regrettais plus tard, disant que j'étais confus sur ce qui s'est passé. Je me sentais mal à lire ces mots. La défense allait essayer de faire croire que je le voulais, comme j'ai mené Richard sur, comme les vêtements déchirés et les bleus et mes pleurs étaient juste un malentendu. Ils allaient minimiser ce qui s'est passé dans cette salle d'approvisionnement, la transformer en quelque chose de moins que ce que c'était, me faire ressembler à un menteur ou quelqu'un qui ne pouvait pas faire la différence entre l'agression et une mauvaise connexion. Mes mains tremblaient encore. J'ai envoyé l'email à Algra et lui ai demandé ce que je devais faire. Elle m'a appelé 5 minutes plus tard et m'a dit de la rencontrer au tribunal dans 1 heure. Nous allions déposer une demande d'ordonnance de protection contre Richard et Francis. Des ordres d'urgence qui seraient en vigueur immédiatement. J'ai pris mon sac et je me suis enfui. Le palais de justice était occupé et déroutant avec les gens. Partout et les signes pointant dans différentes directions. Algra m'a rencontré à l'entrée et m'a guidé à travers la sécurité et jusqu'au bon étage.
Nous nous sommes assis dans des chaises en plastique dur remplissant les formulaires pendant presque 2 heures. Ordonnance de protection temporaire contre Richard Adamus et Francis Callaway. J'ai dû écrire pourquoi j'avais besoin de protection, ce qu'ils avaient fait, pourquoi j'avais peur. Ma main s'est évanouie, mais j'ai continué. Enfin, un greffier nous a appelés dans une petite salle d'audience. Un juge a examiné ma paperasse pendant qu'Algra et moi attendions. Le juge m'a posé quelques questions au sujet de l'agression et de Francis qui se trouvait à des endroits où je séjournais. J'ai répondu aussi clairement que possible, même si ma voix tremblait. Puis le juge a signé les ordres. Des ordonnances de protection d'urgence valables pendant 2 semaines jusqu'à ce que nous ayons des audiences complètes pour les rendre permanentes. Le greffier m'a remis des papiers officiels avec le sceau de la cour. Richard et Francis ne pouvaient pas me contacter ou venir à moins de 500 pieds de moi. S'ils violaient les ordres, ils seraient arrêtés immédiatement. J'ai tenu les papiers dans mes mains, pensant qu'ils devraient signifier plus qu'ils ne l'ont fait. Ce n'étaient que des bouts de papier, mais ils constituaient aussi une protection juridique. La reconnaissance officielle que je devais être protégé de mon propre mari et de mon ancien patron. Algra m'a ramené à ma voiture et m'a dit de garder ces papiers avec moi en tout temps, d'appeler immédiatement le 911 si l'un d'eux violait les ordres. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai serré le volant et j'ai essayé de ne pas penser à l'insuffisance de ces papiers contre tout ce qui s'était passé. Ce soir-là, j'étais allongé sur le lit de l'hôtel, regardant le plafond quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai gelé. Le coup est revenu, plus dur cette fois. J'ai craché dans le trou et mon estomac s'est retourné. Francis se tenait dans le couloir en regardant comme s'il vérifiait si quelqu'un l'avait vu. Je me suis retiré de la porte aussi tranquillement que possible. Il a encore frappé et a appelé mon nom par la porte. J'ai pris mon téléphone et j'ai couru dans les toilettes, verrouillant cette porte aussi, même si c'était stupide. Mes mains secouaient tellement que je pouvais à peine composer le 911. L'opérateur répondit et je murmurai que mon mari était dans ma chambre d'hôtel et qu'il avait un ordre de protection contre lui. Elle m'a dit de rester en ligne et a dit que des officiers étaient envoyés. Francis a continué à frapper et à appeler mon nom, sa voix devenant plus forte. Puis je l'ai entendu essayer la poignée de porte. L'opérateur m'a demandé si j'étais en sécurité et j'ai dit que j'étais enfermé dans les toilettes, mais il essayait d'entrer dans la chambre. Elle a dit que la sécurité de l'hôtel a aussi été prévenue. Francis a commencé à frapper à la porte maintenant, exigeant que je l'ouvre pour qu'on puisse parler. Sa voix avait ce bord qui me faisait faire tout ce qu'il voulait pour garder la paix. Mais je suis resté calme dans la salle de bain avec le téléphone pressé à mon oreille. L'opérateur me parlait d'une voix calme, me demandant si je pouvais encore l'entendre, lui demandant s'il était entré. Puis j'ai entendu différentes voix dans le couloir. Sécurité. Il disait à Francis qu'il devait venir avec eux. Francis a soutenu que j'étais sa femme et qu'il voulait juste parler. Ils ont dit que la police était en route et qu'il devait partir maintenant. Encore des disputes. Puis ça a été plus calme, comme s'il s'éloignait de ma porte. L'opérateur m'a dit de rester où j'étais jusqu'à l'arrivée de la police. Je me suis assis sur le sol des toilettes tenant le téléphone et tremblant. Peut-être 10 minutes plus tard, quelqu'un a frappé et a annoncé que c'était la sécurité de l'hôtel avec des policiers. Je leur ai fait me montrer leurs insignes par le trou avant d'ouvrir la porte. 2 officiers étaient là avec un garde de sécurité. Ils m'ont demandé si j'allais bien et j'ai hurlé même si je ne l'étais pas. Un officier a expliqué qu'ils avaient arrêté Francis en bas et qu'il serait arrêté pour violation de l'ordre de protection. Ils m'ont demandé si je voulais venir faire une déclaration ou s'ils pouvaient la prendre ici. J'ai dit ici parce que je ne voulais pas revoir Francis. Ils sont entrés et je me suis assis au bord du lit pour répondre à leurs questions. Quand est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a essayé de forcer l'entrée? J'ai été blessé? Je leur ai montré les papiers du tribunal. Ils ont pris des photos des papiers et ont tout écrit. Puis ils ont dit que Francis était emmené à la gare et je pourrais suivre demain si je voulais porter des accusations supplémentaires. Après leur départ, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le parking. Je pouvais voir les voitures de police allumées. Les officiers mettaient Francis à l'arrière d'une voiture, ses mains derrière son dos et ses menottes. J'ai regardé jusqu'à ce que les voitures partent. Puis je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à pleurer parce que même avec une ordonnance du tribunal et une implication de la police, Francis m'avait encore trouvé et était venu. Environ 20 minutes plus tard, l'inspecteur Duda a appelé. Il a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé et a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien, mais ma voix s'est évanouie.
Il m'a demandé si je voulais de la compagnie ou si je préfère rester seul. Je me suis surpris en disant que la compagnie serait bonne. Il a dit qu'il serait là dans 15 minutes. Quand il est arrivé, nous nous sommes assis dans le hall de l'hôtel parce que je ne voulais pas être seul dans ma chambre, et le hall se sentait plus en sécurité avec d'autres personnes. L'inspecteur s'est assis dans la chaise en face de moi et sa présence solide m'a fait sentir un peu moins peur. Il a expliqué que la violation d'une ordonnance de protection était sa propre accusation pénale distincte de l'altération du témoin. Francis serait accusé de cette nouvelle accusation, probablement demain. Il a dit que cette violation rendait Francis dangereux et aiderait l'affaire qu'il avait besoin de conditions de caution plus strictes ou peut-être pas du tout jusqu'au procès. J'ai demandé si Francis pouvait continuer à se faire libérer et à venir. L'inspecteur a dit que chaque violation rendait moins probable. Et maintenant que Francis avait montré qu'il ignorerait les ordonnances du tribunal, le juge prendrait cela plus au sérieux. Il a demandé comment Francis m'a trouvé à cet hôtel. J'ai réalisé que Francis avait probablement encore accès à nos comptes de carte de crédit et pouvait voir les frais d'hôtel. L'inspecteur a fait une note à ce sujet et m'a dit que je devais geler ses comptes demain. On s'est assis là pendant une demi-heure pendant que j'arrêtais de trembler. Il ne m'a pas pressé ni essayé de faire de petits discours. Juste assis là comme un mur entre moi et tout effrayant dehors. Quand je me suis enfin senti assez stable, il m'a ramené dans ma chambre et m'a attendu pendant que je vérifiais à l'intérieur pour m'assurer que personne n'était là. Avant de partir, il m'a donné son numéro de portable personnel et m'a dit d'appeler n'importe quand, jour ou nuit, si je me sentais dangereuse. Après son départ, j'ai réalisé que je devais dire à quelqu'un ce qui se passait. Ma famille. J'avais évité de les appeler parce que je ne savais pas tout expliquer. Mais assis seul dans cette chambre d'hôtel après l'arrivée de Francis, je ne pouvais plus le faire tout seul. J'ai relevé le numéro de ma sœur et appelé avant de pouvoir changer d'avis. Elle a répondu sur la deuxième bague, elle a l'air heureuse d'entendre parler de moi. Puis j'ai commencé à parler et tout est sorti rapidement. L'agression au travail, le texto de Francis avec Richard, le poste de police, les charges, l'ordre de protection, Francis se pointant ce soir. Je pleurais tellement que je pouvais à peine sortir les mots. Ma sœur disait, « Oh mon Dieu » et me demandait si j'étais en sécurité. J'ai dit oui. La police a emmené Francis, mais j'avais peur et seule et je ne savais pas quoi faire. Elle n'hésitait pas. Elle a dit qu'elle réservait un vol en ce moment et serait là demain matin. J'ai essayé de dire qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle avait du travail et sa propre vie. Elle m'a coupé et a dit que le travail pouvait attendre et que j'avais besoin d'elle, donc elle venait. Période. Je l'ai entendu taper sur son ordinateur pendant qu'on parlait, regarder les vols. Elle en a trouvé un qui est parti à 6 heures du matin et qui me l'amenait à midi. J'ai commencé à pleurer plus fort, mais cette fois c'était un soulagement. Elle m'a dit d'essayer de dormir et elle m'a envoyé un texto à son arrivée. Après avoir raccroché, j'ai senti que je pouvais respirer un peu plus facilement. Ma sœur venait. Je ne serais plus seul. Cette nuit-là, j'ai dormi quelques heures, ce qui était plus que ce que j'avais fait depuis que tout ça a commencé. Le lendemain matin, Algra a appelé pendant que je buvais un terrible café de l'hôtel. Elle avait appris que Francis violait l'ordre et voulait me voir. Je lui ai dit que ma sœur venait et elle a dit que c'était vraiment bien. J'avais besoin de soutien. Puis elle a dit qu'elle s'était arrangée pour que l'hôtel prolonge mon séjour une semaine pendant qu'on trouvait quelque chose de plus permanent. Le fonds des services aux victimes le couvrirait. J'ai ressenti une augmentation de poids parce que j'avais peur de l'argent. Algra a également dit qu'elle me liassait avec une clinique d'aide juridique qui pourrait aider à l'audience de l'ordonnance de protection et éventuellement divorcer. Elle m'a donné un nom et un numéro à appeler. Je l'ai écrit, mais en regardant tous les systèmes avec lesquels je devais m'occuper, j'ai mal à la tête. Affaire pénale contre Richard, affaire pénale contre Francis, ordonnance de protection, problème de travail, logement, argent, divorce. C'était trop à suivre. Algra a dû entendre quelque chose dans ma voix parce qu'elle a dit de prendre une chose à la fois et elle m'aiderait à prioriser. La première chose a été l'audience de protection pour rendre les ordonnances d'urgence permanentes. C'était prévu pour la semaine prochaine. Tout le reste pourrait attendre quelques jours. Je l'ai remerciée et je ne savais pas ce que je ferais sans son aide. Elle a dit que c'était pour ça qu'elle était là et pour appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Cet après-midi, j'ai eu l'appel vidéo avec Asher. Je l'avais redouté toute la matinée. J'ai installé mon ordinateur portable sur le bureau de l'hôtel et je me suis connecté à la réunion à 14 heures exactement.
Connor Walsh de HR est apparu à l'écran avec sa fausse expression concernée. Il a commencé par dire combien il était désolé de ce qui s'est passé et la compagnie a pris ses questions très au sérieux. Puis il s'est lancé pour expliquer mes options de congé. Handicap de courte durée, FMLA, congé non rémunéré. Il a examiné chacun en détail, en parlant de combien de temps ils ont duré et de la paperasse dont j'aurais besoin. Mais tout le temps, il a continué d'ajouter de petits commentaires sur combien il serait difficile de maintenir ma position à long terme, comment l'équipe était déjà étendue mince couvrant mon travail, comment peut-être devrais-je penser à savoir si c'était le bon environnement pour moi maintenant. Il m'a suggéré d'explorer d'autres possibilités pour un nouveau départ quelque part qui n'avait pas ces souvenirs difficiles. Je me sentais malade quand j'ai réalisé ce qu'il faisait. Il essayait de me faire arrêter. La compagnie ne voulait pas s'occuper de la responsabilité de Richard qui m'a agressé sur leur propriété pendant les heures de travail. Plus facile si je partais tout seul. Connor n'arrêtait pas de dire à quel point c'est stressant de penser à revenir. Ça ne valait peut-être pas la peine de m'y mettre. Il a fait croire qu'il était gentil et qu'il veillait sur moi. Mais vraiment, il me poussait vers la porte. La réunion a duré 30 minutes, et à la fin, je me sentais en colère au lieu d'avoir peur. C'était mal. Ils essayaient de repousser la victime au lieu de prendre la responsabilité. Dès que l'appel a pris fin, j'ai saisi mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement. J'avais commencé à enregistrer quand la réunion a commencé, à garder mon téléphone à côté de mon ordinateur portable tout le temps. Je ne leur ai pas dit que j'enregistrais. J'ai enregistré le fichier et l'ai immédiatement envoyé à Algra avec un message disant que HR essayait de me faire démissionner. Elle m'a rappelé dans 5 minutes. Elle a écouté ma description de l'appel et a dit qu'il s'agissait de représailles et que la compagnie pouvait avoir de sérieux ennuis pour cela. Elle a dit qu'elle connaissait un avocat de l'emploi qui s'occupait de ses affaires et que je serais d'accord pour qu'elle partage l'enregistrement. J'ai dit oui, absolument. 1 heure plus tard, l'avocat de l'emploi m'a appelé. Son nom était quelque chose de professionnel, mais j'étais trop stressé pour m'en souvenir clairement. Elle a écouté l'enregistrement pendant qu'on était au téléphone. Quand il a fini, elle a dit que Connor avait été très prudent avec ses mots, mais le modèle était clair. Il créait un environnement hostile pour me forcer. Elle a dit que c'était illégal et nous avions des options. Nous pourrions déposer une plainte auprès de la commission du travail. Nous pourrions leur envoyer une lettre les mettant sur préavis. On pourrait intenter une action en justice s'ils me renvoyaient ou me forçaient à démissionner. Elle a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais qu'ils me laissent tranquille et me laissent garder mon travail sans pression. Elle a dit qu'elle rédigerait une lettre au RH documentant leur comportement inapproprié et précisant que toute représaille aurait des conséquences juridiques. Ça m'a fait me sentir un peu mieux. Au moins quelqu'un les repoussait. Le lendemain matin, l'avion de ma sœur a atterri à l'heure. Je l'ai rencontrée à la demande de bagages et nous nous sommes serrés pendant longtemps pendant que je pleurais dans son épaule. Elle avait l'air fatiguée dès le départ, mais elle sourit et dit qu'elle était là et que tout irait bien. Nous sommes retournés à l'hôtel et elle a déposé sa valise dans ma chambre. Puis elle a immédiatement commencé à prendre en charge des choses que j'avais été trop débordé pour gérer. Elle a appelé la poste pour envoyer mon courrier à l'hôtel. Elle a téléphoné à mes sociétés de cartes de crédit et gelé les comptes communs avec Francis. Elle a fait une liste de factures qui avaient besoin de payer et m'a aidé à mettre en place des paiements automatiques pour mon compte de contrôle personnel. Elle a commandé de la vraie nourriture pour le déjeuner au lieu de me laisser manger des snacks distributeurs automatiques. L'avoir là a rendu tout moins impossible. Elle était pratique et organisée et ne m'a pas laissé faire la panique. Cet après-midi-là, nous nous sommes assis sur les lits de l'hôtel et elle m'a demandé d'expliquer à nouveau tout maintenant que j'étais plus calme. Je l'ai parcouru dans toute la chronologie, l'agression il y a 6 semaines, en disant à Francis et à lui de la rejeter, enfin d'aller à la police, de découvrir les SMS, Francis se faisant accuser, Richard se faisant arrêter, les ordres de protection, Francis se présentant ici, tout ça. Ma sœur écoutait sans interruption, et quand j'ai fini, elle a dit que Francis était une poubelle et elle était heureuse qu'il soit accusé. Elle a aussi dit que j'ai été incroyablement courageux pour tout rapporter et suivre. Je ne me sentais pas courageux, mais l'entendre dire que ça a aidé. Quelques jours plus tard, Gabriel m'a demandé de venir à son bureau pour une réunion. Il voulait me préparer à l'audience préliminaire qui devait avoir lieu. Ma sœur m'a conduit au bureau du procureur et est venue avec moi. Le bureau de Gabriel était petit et encombré de dossiers, mais il semblait organisé. Il a expliqué ce qui se passerait à l'audience préliminaire. Je devrais témoigner pour l'agression.
L'avocat de Richard serait là et pourrait me poser des questions, mais Gabriel s'opposerait à tout ce qui serait inapproprié. Le juge avait juste besoin de déterminer s'il y avait suffisamment de preuves pour aller de l'avant, ce que Gabriel a dit être un bar assez bas, mais il voulait que je sois prêt à témoigner avec Richard dans la pièce. Il était honnête que l'avocat de Richard essaie de me mettre mal à l'aise. Il pourrait questionner des détails de mon histoire ou suggérer que j'étais confus sur ce qui s'est passé. Gabriel a dit qu'il s'opposerait à tout ce qui a franchi la ligne, mais je devrais m'attendre à ce qu'il soit agressif. Il m'a demandé si j'avais des questions. J'ai demandé si je devais témoigner ou s'il y avait suffisamment de preuves sans moi. Gabriel a dit techniquement qu'il pourrait procéder sans mon témoignage, mais ce serait beaucoup plus fort si je témoignais. Le jury voudrait avoir des nouvelles de moi directement. J'ai dit, je le ferai. Gabriel m'a expliqué les questions qu'il poserait et comment répondre clairement et directement. Nous avons pratiqué pendant environ 1 heure. À la fin, je me sentais un peu plus préparé, mais encore effrayé. La même semaine, l'inspecteur a appelé avec de bonnes nouvelles. Il a dit qu'ils avaient interviewé Millie Newton de mon bureau. Millie était le co-organisateur qui m'a vu juste après l'agression quand je suis sorti de la salle d'approvisionnement. Elle avait donné une déclaration décrivant mon apparence. Tone blues, des larmes qui me tombent le visage en tremblant. Millie leur a dit que j'étais clairement en détresse, et elle a demandé si j'allais bien. J'avais dit que je devais rentrer chez moi et que j'avais quitté le travail plus tôt. L'inspecteur a dit que la déclaration de Millie était importante parce qu'elle montrait ma réaction immédiate. Il a sauvegardé ma chronologie et a prouvé que j'étais visiblement bouleversé juste après l'agression. Gabriel lui avait dit que ce genre de preuve était crucial. Il a montré que ce n'était pas quelque chose que j'ai inventé plus tard ou une rencontre consensuelle que je regrettais. Il y a eu un témoin de ma détresse immédiatement après. Je suis reconnaissante à Millie d'être venue. Beaucoup de gens m'ont vu ce jour-là, mais c'est elle qui a parlé à la police. L'inspecteur a également mentionné qu'il construisait encore l'affaire et qu'il cherchait à savoir s'il y avait d'autres plaintes concernant Richard à l'entreprise. J'ai dit que je n'en savais rien, mais je n'ai pas été surpris. Richard avait toujours été inapproprié avec des commentaires et des regards. Je ne pensais pas qu'il aurait agressé quelqu'un. Le week-end suivant, Algra a pris des dispositions pour que ma sœur et moi regardions les appartements. Elle avait tiré des listes dans ma fourchette de prix si je vivais seul avec mes revenus. On l'a rencontré en premier lieu, un studio dans un immeuble plus ancien. Il était petit et le tapis était porté, mais il était propre et le propriétaire semblait gentil. Le loyer était de 800 par mois, ce qui était à peu près le plus que je pouvais me permettre. Nous avons regardé 2 autres endroits cet après-midi. L'un d'eux était trop cher, et l'autre était dans un quartier escarpé. Ma sœur a immédiatement opposé son veto. Nous sommes retournés au premier studio et j'ai rempli une demande. Assis dans la voiture d'Algra après, la réalité de ma situation financière a durement frappé. Francis avait contrôlé la majeure partie de notre argent pendant notre mariage. J'avais mon propre compte, mais il gérait les économies et les investissements. J'avais trop peur pour toucher le compte commun depuis qu'il a commencé à être accusé de crime. Maintenant, en regardant ce que je pouvais me permettre sur mon salaire seul, j'ai réalisé combien je dépendais de lui financièrement. Le studio était minuscule par rapport à notre maison. Il faudrait que je me débarrasse de la plupart de mes meubles parce qu'ils ne conviendraient pas. Je vivrais à payer sans coussin d'épargne. Ma sœur m'a serré la main et m'a rappelé que c'était temporaire. Une fois le divorce passé, j'aurai ma part de tout. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur la sécurité et la stabilité. L'argent pourrait être réglé plus tard. Je savais qu'elle avait raison, mais c'était toujours effrayant de voir à quel point je pouvais me le permettre seul. Le lendemain matin, je me suis assis dans un petit bureau. À la clinique d'aide juridique avec ma sœur à côté de moi et une avocate nommée Mademoiselle Miranda à travers un bureau en bois rayé. Madame Miranda avait des cheveux gris courts et des lunettes de lecture sur une chaîne autour de son cou, et elle a parlé d'une façon calme et concrète qui a rendu tout se sentir un peu moins accablant. Elle m'a expliqué que je pouvais déposer une demande de pension alimentaire d'urgence et d'utilisation temporaire de fonds communs pendant que les poursuites criminelles étaient en instance contre Francis. Le processus exigeait d'aller au tribunal de la famille et de présenter un affidavit financier indiquant nos revenus et dépenses. Madame Miranda m'a averti que Francis serait à l'audience parce qu'il avait le droit de contester les montants, et j'ai senti mon estomac tomber à l'idée de le revoir. Ma sœur s'est approchée et m'a serré la main sous la table. Madame Miranda m'a fait passer la paperasse et m'a indiqué où j'avais besoin de signer, et ma main s'est secouée pendant que je ramasse le stylo.
Je n'arrêtais pas de penser à m'asseoir dans une salle d'audience avec Francis qui me regardait pendant qu'un juge décidait de combien d'argent j'avais accès à nos propres comptes. Mais j'ai aussi pensé à ce petit studio et comment je ne pouvais même pas me permettre des meubles de base sur mon salaire seul. J'ai signé les formulaires et Madame Miranda a dit qu'elle les déposerait aujourd'hui et qu'on aurait un rendez-vous au tribunal dans 2 semaines. De retour à l'hôtel cet après-midi-là, mon téléphone a sonné d'un numéro que je n'avais pas reconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. La mère de Francis, Wilhelmina, a commencé à parler immédiatement dans sa voix coupée et précise qui m'a toujours fait sentir que j'étais grondé. Elle a dit que je détruisais la vie de son fils à cause d'un malentendu, que François avait commis une erreur, mais qu'il ne méritait pas de tout perdre, que je devais penser à nos vœux de mariage et au pardon. J'ai écouté pendant 30 secondes pendant qu'elle parlait de comment Richard était l'ami le plus âgé de Francis et Francis essayait juste d'être loyal, comment j'étais vindicatif et cruel en faisant pression sur les accusations. Puis j'ai raccroché sans dire un mot. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué son numéro immédiatement, mes mains se déplaçant rapidement avant de pouvoir me deviner. Après avoir fini, je me suis assis sur le bord du lit de l'hôtel et j'ai commencé à pleurer. Pas à cause de ce qu'elle a dit, mais parce que j'avais une si bonne relation avec Wilhelmina. On déjeunait ensemble une fois par mois et elle me racontait des histoires sur Francis enfant. Cette relation venait de disparaître. Une autre chose que toute cette situation m'avait prise. 2 jours plus tard, Gabriel a appelé pendant que je mangeais des céréales dans la chambre d'hôtel. Il a dit que l'avocat de Richard avait demandé une réunion pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer, ce qui a surpris tout le monde parce que nous étions encore si tôt dans le processus. Gabriel pensait que l'avocat de Richard s'inquiétait des SMS entre Richard et Francis, ainsi que de la déclaration de milliers décrivant comment je me suis occupé de l'agression. Il a dit, les avocats de la défense ne poussent généralement pas pour des discussions de plaidoyer aussi rapidement, à moins qu'ils soient préoccupés par ce qui pourrait sortir au procès. Gabriel m'a demandé si j'étais prête à entendre ce qu'il pouvait offrir, et j'ai dit oui parce que je ne savais pas encore ce que je voulais. Il a prévu une réunion pour l'après-midi suivant à son bureau afin que nous puissions discuter des options avant que des négociations formelles ne se produisent. J'ai rencontré Gabriel et Algra au bureau du procureur dans une petite salle de conférence avec une fenêtre donnant sur le parking. Gabriel s'assit en face de moi avec un coussin jaune couvert de notes, et Algra s'assit à côté de moi avec sa main se reposant près de la mienne sur la table. Gabriel a expliqué qu'un procès signifierait témoigner en détail au sujet de l'agression en audience publique avec Richard assis là, et son avocat m'examinant sur chaque partie de mon histoire. Il a dit que la défense essaierait de me faire paraître confus ou vindicatif, évoquerait mes problèmes de mariage avec Francis, suggérerait que je voulais que cela se produise ou que je l'ai inventé plus tard. Un accord de plaidoyer pourrait signifier Richard a obtenu moins de punition qu'une condamnation de procès, mais cela signifiait aussi que je n'aurais pas à subir ce traumatisme de témoigner et d'être attaqué à la barre des témoins. Je me sentais complètement coincé parce qu'une partie de moi voulait que Richard fasse face aux conséquences maximales, mais une autre partie de moi se sentait malade en pensant à décrire l'agression à une pièce pleine d'étrangers pendant que son avocat essayait de me faire passer pour un menteur. Gabriel a dit que je n'avais pas encore besoin de décider, qu'il s'agissait juste de comprendre mes options avant d'entendre ce que l'avocat de Richard pourrait proposer. Mon premier rendez-vous thérapeutique s'est produit 3 jours plus tard dans un petit bureau qui sentait la lavande. Adriana avait de bons yeux et parlait doucement, et elle ne m'a pas poussé quand j'ai lutté pour trouver des mots pour décrire ce qui s'est passé. J'ai continué à commencer les phrases et puis à m'arrêter, me sentant comme tout ce que j'ai dit serait stupide ou dramatique. Adriana a attendu patiemment à travers mes tentatives d'achoppement et a ensuite changé à parler de stratégies d'adaptation pratiques pour mon anxiété et mon insomnie au lieu de me faire tout traiter immédiatement. Elle m'a appris une technique de respiration pour quand je me sentais paniqué et a suggéré de garder un journal près de mon lit pour quand les cauchemars me réveillaient. C'était plus gérable que prévu, comme si je pouvais peut-être faire ce truc de thérapie sans tomber en panne chaque séance. L'audience préliminaire est arrivée plus vite que je n'étais prêt. Ma sœur m'a emmené au tribunal et nous nous sommes assises dans le couloir devant la salle d'audience jusqu'à ce qu'un bef m'appelle. À l'intérieur, le juge s'assit derrière un grand banc en bois et Richard s'assit à une table à 20 pieds avec son avocat. Un homme mince dans un costume cher qui a continué à écrire des notes sur une plaque légale. J'ai marché jusqu'au témoin, les jambes tremblant, et j'ai mis ma main sur une Bible pendant que le greffier me demandait si j'avais juré de dire la vérité. Gabriel s'est tenu près du banc du juge et m'a posé des questions d'une voix douce, en me promenant dans ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle d'approvisionnement. J'ai décrit Richard qui m'entourait, qui me poussait contre les étagères, qui déchirait mon chemisier quand j'essayais de partir.
Ma voix s'est effondrée plusieurs fois, mais je l'ai fait à travers tout le témoignage sans se briser complètement. L'avocat de Richard m'a demandé si j'avais bu ce jour-là et si Richard et moi avions déjà flirté, et j'ai dit non aux deux en regardant le mur derrière le juge au lieu de regarder Richard. La juge a dit qu'elle a trouvé une cause probable pour aller de l'avant avec les accusations et a prévu la prochaine audience pour 6 semaines. Quand je me suis levé de la chaise du témoin, mes jambes tremblaient si fort que ma sœur a dû tenir mon bras pour m'aider à me rendre à la voiture. Après l'audience, l'avocat de Richard s'est approché de Gabriel dans le couloir du palais de justice pendant que j'attendais avec Algra près des ascenseurs. Je les ai regardés parler pendant quelques minutes, l'avocat gesticulant avec ses mains pendant que Gabriel se tenait les bras croisés. Plus tard, Gabriel a appelé pour me dire que l'avocat de Richard avait proposé un plaidoyer pour réduire les accusations de probation et de counseling, mais pas de temps de prison. Gabriel a dit qu'il a dit à l'avocat absolument pas, que la preuve était trop forte et le crime trop grave pour une sentence aussi légère. Je me sentais reconnaissant que Gabriel ne me poussait pas à accepter quelque chose d'inadapté juste pour clore l'affaire rapidement. Une semaine plus tard, Gabriel a appelé avec une mise à jour sur le cas de Francis. Le procureur qui s'occupait de l'accusation d'altération du témoin de Francis lui avait offert un accord de plaidoyer s'il acceptait de témoigner sur ses conversations avec Richard avant l'agression. L'accord réduirait l'accusation à un délit avec probation au lieu du crime qui pourrait signifier la peine de prison. Gabriel m'a demandé si j'étais à l'aise avec Francis qui pourrait aider l'affaire contre Richard, même si cela signifiait que Francis ferait face à des conséquences plus légères. J'ai dit à Gabriel que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Je me suis assis avec ma sœur et Algra ce soir-là dans ma chambre d'hôtel en essayant de travailler sur ce que je ressentais à propos de la coopération de Francis. Une partie de moi voulait qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Pour ses appels avertissant Richard, pour permettre à toute la situation avec ses commentaires grossiers, mais une autre partie de moi voulait le cas le plus fort possible contre Richard. Je voulais m'assurer que Richard faisait face à de vraies conséquences. Ma sœur a souligné que le témoignage de Francis pouvait établir que Richard avait planifié l'assaut avant le temps plutôt que d'être une erreur spontanée. Algra m'a rappelé que de toute façon, Francis aurait toujours un casier judiciaire et une probation. J'ai finalement dit à Gabriel que j'accepterais la coopération de Francis si elle renforçait l'affaire de façon significative, pas seulement comme une faveur à François. Francis a fourni des déclarations détaillées au procureur au cours de la semaine prochaine. Gabriel m'a envoyé les transcriptions et je me suis fait lire à travers elles même si cela m'a fait me sentir physiquement malade. Francis a décrit des conversations où Richard a explicitement parlé de vouloir faire un pas sur moi, où Francis l'a encouragé ou a plaisanté à ce sujet, où ils ont discuté de mon horaire de travail et quand je serai seul dans la salle d'approvisionnement. En lisant leurs mots sur le papier, en voyant comment ils avaient planifié ça ensemble, j'ai couru aux toilettes et vomi. Mais Gabriel a appelé par la suite pour dire que les déclarations établissaient la préméditation et a montré la participation de François à la création des conditions de l'agression, ce qui rendrait l'affaire contre Richard beaucoup plus forte. L'avocat en emploi a examiné tout ce que j'avais documenté sur la pression des RH et a envoyé une lettre officielle dans les 2 jours. La lettre expliquait comment Connor Walsh avait suggéré que je démissionne au lieu de prendre congé, comment il impliquait que ma position ne pouvait pas être maintenue, comment il avait fait passer l'appel vidéo comme un interrogatoire conçu pour me repousser. L'avocat a fait des citations légales sur les représailles contre les victimes d'agression et la responsabilité potentielle de l'entreprise s'il continuait cette tendance. Le courriel de Connor est arrivé le lendemain matin et le changement de ton était dramatique. Il a offert un congé payé prolongé aussi longtemps que j'en avais besoin, promis que mon poste serait protégé, et suggéré que nous organisions un appel de suivi pour discuter des mesures d'adaptation dont j'aurais besoin à mon retour. J'ai envoyé l'email à Algra et j'ai tapé une courte acceptation de l'offre de congé sans m'engager à n'importe quel calendrier pour revenir. Ma sœur et moi avons passé la semaine suivante à regarder des appartements que je pouvais me permettre sur mes revenus. La plupart des endroits étaient trop chers ou dans les quartiers qui se sentaient dangereux. Mais nous avons enfin trouvé un studio dans un immeuble plus ancien avec une sécurité décente et des conditions de location mensuelles. L'appartement était minuscule avec une cuisine à peine assez grande pour une personne, et une salle de bain qui avait besoin d'être mise à jour, mais le propriétaire n'a pas besoin de la signature de Francis, et cela l'a rendu parfait. Ma sœur a donné un futon de sa chambre d'amis, des fournitures de cuisine, et m'a aidé à installer des meubles de base dans des magasins d'épargne. Nous avons passé un samedi entier à déplacer mes affaires de l'hôtel et à tout organiser pour que l'espace ressemble à la mienne. Se tenant au milieu de cette petite pièce avec ma sœur, je me sentais en sécurité pour la première fois depuis des semaines parce que Francis n'avait jamais été ici et n'avait pas de clé. Francis a commencé à essayer de me contacter 2 jours après mon arrivée.
Le premier appel vient d'un numéro que je n'ai pas reconnu, et j'ai répondu en pensant que c'était Gabriel ou détective. La voix de Francis m'a fait raccrocher immédiatement et bloquer le numéro. Puis est venu des SMS de différents numéros, des emails de nouvelles adresses qu'il avait créées, même un message à travers le compte de réseaux sociaux d'un ami commun. Chaque tentative disait une version du besoin de parler, voulant expliquer, affirmant que j'étais injuste en le coupant complètement. J'ai filmé chaque message, documenté la date et l'heure, et transmis tout à l'inspecteur. Gabriel a appelé après la 5e tentative pour me dire qu'il construisait un fort modèle de violation de l'ordre de protection, et le procureur traitant l'affaire de Francis envisageait de demander au juge de révoquer entièrement sa caution. Gabriel a rappelé une semaine plus tard avec des nouvelles sur l'affaire de Richard. L'avocat de Richard était revenu avec une offre de plaidoyer révisée après avoir examiné la preuve et les déclarations de Francis. La nouvelle offre portait sur les voies de fait avec 18 mois de prison dans le comté, 3 ans de probation après la libération, des conseils obligatoires tout au long et l'inscription comme délinquant sexuel. Gabriel m'a expliqué ce que chaque pièce signifiait en termes pratiques. Le temps de prison était de véritables conséquences, pas seulement la probation. L'enregistrement signifiait que les renseignements de Richard seraient publics et qu'il aurait des restrictions sur l'endroit où il pourrait vivre et travailler. Gabriel a souligné que la décision était entièrement à moi, qu'il soutiendrait tout ce que j'ai choisi, et que le fait d'aller au procès était encore une option si je voulais poursuivre la peine maximale. J'ai dit à Gabriel que j'avais besoin de temps pour y penser et il a dit de prendre le temps que j'ai besoin de raison puisque l'offre ne resterait pas sur la table pour toujours. Ce soir-là, j'ai assisté à ma première réunion du groupe de soutien pour les survivants d'agression que Audriana avait recommandé. La réunion était dans un sous-sol de centre communautaire avec des chaises pliantes disposées en cercle et environ 8 autres femmes à différents stades de leur propre cas ou récupération. En entendant leurs histoires, je me suis senti moins seul, mais aussi débordé par le fait que cela était courant, combien d'entre nous naviguaient dans des systèmes similaires et affrontaient des réponses similaires de personnes qui auraient dû nous protéger. Le chef de groupe a parlé de la façon dont le système de justice pénale a de réelles limites, de la façon dont même de bons résultats se sentent souvent insuffisants et de l'importance de définir notre propre guérison séparément de toute résolution juridique. Je me suis senti à la fois soutenu et épuisé, comme si j'avais absorbé la douleur de tout le monde. Ma sœur a dû rentrer 3 jours plus tard pour travailler, elle ne pouvait plus reporter. Nous avons conduit à l'aéroport ensemble, et j'ai essayé de ne pas pleurer jusqu'au poste de contrôle. Elle m'a serré les bras et m'a fait promettre de l'appeler tous les jours, de continuer à aller à la thérapie, même quand c'était difficile, de joindre Algra quand j'avais besoin de soutien. J'ai promis tout ce qu'elle a demandé en larmes et je l'ai vue passer par la sécurité jusqu'à ce que je ne la voie plus. De retour à mon appartement seul, je me sentais effrayant d'une manière que je ne m'attendais pas, comme si je perdais mon filet de sécurité et que je devais tout gérer seul maintenant. Ma prochaine séance de thérapie avec Adriana a porté sur la gestion des crises de panique et l'identification de mes déclencheurs spécifiques. Nous avons travaillé à travers des techniques d'échouement comme nommer 5 choses que je pouvais voir, 4 choses que je pouvais toucher, 3 choses que je pouvais entendre. Audriana m'a aidé à reconnaître que des hommes trop proches ont déclenché ma réaction de combat ou de vol, que des portes fermées ont fait courir mon cœur, que l'odeur de Cologne de Francis pourrait m'envoyer dans une panique complète même quand il n'était pas là. Avoir des noms pour ces déclencheurs les a rendus un peu moins accablants, comme je pourrais les préparer au lieu d'être embusqué. Adriana m'a donné des devoirs pour pratiquer les techniques d'échouement tous les jours afin qu'elles deviennent automatiques quand j'en avais besoin. Gabriel a appelé la semaine suivante avec une mise à jour sur le cas de Francis. Le procureur chargé de l'accusation d'altération du témoin était prêt à recommander une sentence clémente parce que la coopération de Francis avait été si précieuse pour construire l'affaire contre Richard. La recommandation serait une probation plutôt qu'une peine d'emprisonnement, un counseling obligatoire et une amende, mais aucune incarcération réelle. Gabriel m'a demandé si j'étais à l'aise avec cet arrangement, reconnaissant que cela signifiait que Francis subirait des conséquences plus légères que je ne le voudrais. J'ai dit à Gabriel que je détestais cela, mais j'ai compris la raison stratégique, que je voulais le cas le plus fort possible contre Richard, même si cela signifiait que Francis s'en allait plus facilement qu'il ne le méritait. J'ai passé les jours suivants à discuter avec Algra, Adriana en thérapie et ma sœur au téléphone tous les soirs. L'idée de témoigner au procès et d'être contre-interrogé sur chaque détail de l'agression s'est avérée insupportable quand je me suis vraiment laissé imaginer. L'avocat de Richard questionnerait ma mémoire, suggérerait que j'avais mal compris ses intentions, impliquerait que j'ai invité ou encouragé ce qui s'est passé. L'offre de plaidoyer signifiait que Richard serait en prison et en prison sans me faire subir ce traumatisme supplémentaire. Après en avoir parlé sous tous les angles,
j'ai appelé Gabriel et lui ai dit que je voulais accepter l'offre de plaidoyer. Il a dit qu'il allait prévenir l'avocat de Richard et commencer à se préparer pour l'audience. Gabriel a rappelé 2 jours plus tard pour confirmer que l'audience était prévue pour 3 semaines. Il a expliqué que je pourrais donner une déclaration de la victime si je le voulais, que ce serait ma chance de dire directement au juge comment l'agression avait affecté ma vie. J'ai dit à Gabriel que je voulais le faire et il m'a envoyé des informations sur ce qu'il fallait inclure et combien de temps cela devrait être. J'ai commencé à écrire le même soir, assis à ma petite table de cuisine avec mon ordinateur portable, essayant de mettre en mots comment l'agression avait détruit mon sentiment de sécurité, a mis fin à mon mariage, a déclenché des crises de panique et des cauchemars, m'a fait peur des portes fermées et des hommes debout trop près. Les mots sont venus lentement et douloureusement, mais j'ai continué à écrire parce que j'avais besoin du juge pour comprendre que ce n'était pas seulement une affaire judiciaire, mais un traumatisme qui avait tout changé dans ma vie. J'ai passé le reste de la semaine à réviser ma déclaration d'impact jusqu'à ce que chaque mot se sente bien. La date d'audience est arrivée un mardi matin, et j'ai mis une robe de la Navy qui m'a fait me sentir professionnel et assemblé, même si mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Le palais de justice était le même bâtiment où j'avais reçu les ordonnances de protection il y a des mois. Mais cette fois, j'ai traversé les détecteurs de métaux en sachant que Francis serait de l'autre côté. Son avocat avait préparé l'accord de plaidoyer, pour qu'il n'y ait pas de procès ou de témoignage, juste la formalité de lui admettant la culpabilité et le juge acceptant la sentence. Je me suis assis à 3 rangées du côté de l'accusation alors que Francis était à la table de l'accusé dans un costume gris que je l'avais aidé à choisir pour une conférence de travail il y a 2 ans. Le